Rebonjour à ceux que je n'ai pas encore pu saluer personnellement. Je suis ravie de vous retrouver tous. Quelques mots pour introduire cette journée. Déjà sur le choix du thème de la journée. Il nous a semblé qu'à l'heure du développement de la justice de proximité, il était absolument indispensable de parler et d'évoquer le rôle des associations, de vos associations, qui se sont implantées sur tout le territoire, y compris outre-mer, en fonction des besoins exprimés par les juridictions et des bonnes volontés qui ont pu se réunir au fil des années. Dans ces temps compliqués, où le désengagement est relevé tant au plan politique qu'au plan des organisations de travail, et je pense que chacun d'entre vous peut en témoigner, comment ne pas souligner l'engagement, la militance des centaines de bénévoles qui sont élus au sein de nos comités d'administration depuis 40 ans et qui diffusent nos valeurs dans la société civile, convaincus qu'il faut privilégier des politiques judiciaires à dimension sociale, notamment en lieu et place de l'incarcération. Comment ne pas souligner l'engagement de nos salariés, de vos salariés, qui passent beaucoup de temps et d'énergie à mettre en place des mesures et à les faire vivre, à soutenir les personnes accompagnées dans des conditions politiques, économiques bien difficiles. Alors bien sûr, je regrette que toutes les associations n'aient pas pu aujourd'hui nous rejoindre. C'est compliqué. Tous ceux qui ont pu se libérer aujourd'hui le savent. Il faut faire des choix. Faire des choix aujourd'hui, c'est compliqué. Mais nous diffuserons, et bien sûr, les travaux de cette journée à l'ensemble de nos membres. Et pour aborder cette thématique de la place des associations dans le fonctionnement de la justice, quel lieu mieux approprié que l'ENM ? C'est cette école qui forme les magistrats, qui nous confie les mesures et avec lesquels nous sommes en lien constant. Vous êtes en lien constant. Cette école à laquelle, bien sûr, tous les magistrats sont très attachés, où ils reviennent toujours avec beaucoup de plaisir, et c'est aussi mon cas. Cette école qui est bien plus qu'un lieu de formation, qui est un lieu de réflexion, qui est un creuset d'idées et d'innovation, et à laquelle nous souhaitons participer. Citoyens et Justice était ou a été associé à un moment donné à des formations. Nous souhaitons pouvoir le plus possible intervenir. Nous souhaitons qu'il y ait de moins en moins de magistrats, de jeunes magistrats qui arrivent en juridiction et qui découvrent l'existence des associations. Les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux montrent que finalement, c'est parfois par les réseaux sociaux que certains professionnels découvrent l'existence d'une association sur leur territoire. Et donc, il y a manifestement des marges de progression importantes à ce sujet. Et cette école, enfin, qui est à Bordeaux, où se trouve notre siège, où se trouvent nos locaux, où se trouve notre équipe, et parce que c'était la volonté des fondateurs de la fédération il y a 40 ans de se poser au plus près des associations de terrain les plus engagées. Et une des associations de terrain les plus engagées, c'était celle de Bordeaux. Et nous avons souhaité, par conviction, par militance, garder ce siège social à Bordeaux au fil des années, ce qui implique beaucoup d'engagement de l'équipe fédérale qui se déplace beaucoup sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais aussi sur tous les autres territoires. Et donc, il faut avoir beaucoup de volonté et de ténacité, il faut le dire, pour avoir un siège d'une fédération nationale dans une ville extrêmement bien reliée de nos jours, mais avec parfois quand même des aléas SNCF assez prégnants. Voilà, donc je pense que là aussi, c'est un choix. Ce n'est pas par hasard que la fédération est à Bordeaux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi fêter nos 40 ans et pourquoi cette année ? Eh bien, parce que 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où on se pose des questions. Vous savez bien, qui suis-je, où cours-je, dans quelle étagère? Donc forcément, ça nous traverse. Parce que 40 ans, c'est déjà quand même un âge vénérable pour une fédération comme la nôtre. Nous avons d'ailleurs profité de notre maturité pour réécrire notre projet stratégique qui a été adopté en Assemblée générale en juin dernier, donc pour
pour travailler sur au moins les 5 années futures. Et aussi, car pourquoi ne pas les fêter? Parce que si on peut avoir une occasion de faire la fête, eh bien, c'est bien. Donc, il ne faut pas s'en priver. Plus sérieusement, aussi parce que nous n'avons jamais été autant sollicités, nous, les associations, par les politiques au sens large ces dernières années, pour aider à la mise en place des politiques pénales innovantes, pour combattre enfin efficacement les violences intrafamiliales en s'intéressant aux auteurs, ce que nous disions depuis des années, parce que pour que les violences intrafamiliales cessent, il faut que les auteurs cessent de commettre leur acte, et donc il faut s'en occuper, et pas seulement les mettre de côté pendant quelque temps, pour apporter des réponses diversifiées aux actes transgressifs des mineurs, pour intervenir pendant le Covid, parce que pendant le Covid, vous le savez tous ici, les prisons ont été quand même assez bien vidées. Même si ça ne s'est pas beaucoup transmis, enfin c'est quand même la réalité. Et elles ont été vidées en vous confiant, vous les associations, des mesures par exemple de contrôle judiciaire qui ont explosé ou d'autres mesures. Et donc nos travailleurs sociaux, nos intervenants socio-judiciaires, ils étaient sur le terrain, ils étaient présents. Et donc, les politiques, au sens large, encore une fois, étaient bien contents de les trouver. Mais paradoxalement, dans le même temps, on a besoin du secteur associatif. Nous répondons présents. Mais paradoxalement, on peut dire que le secteur associatif n'a jamais eu autant de difficultés à trouver des interlocuteurs impliqués. Pas forcément au plan local, mais surtout au plan national. Le secteur associatif n'a jamais eu autant de difficultés à se faire entendre. Et à cet égard, je ne peux que relever qu'il était significatif que nous n'ayons pas été sollicités au moment des États généraux de la justice. Nous avons fait des offres de services, mais elles sont restées sans lendemain. Bon, on va voir ce qui va en sortir. Donc nous ne pouvons qu'espérer que les 40 prochaines années voient une évolution positive, au moins sur ce point. Alors, pour évoquer la place des associations dans le fonctionnement de la justice aujourd'hui, je vous propose un tout petit temps d'histoire, parce que vous allez tout à l'heure écouter M. Robert Banater qui va faire une intervention filmée, parce que nous avons eu la chance de le rencontrer, mais il ne se déplace plus en dehors de Paris. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'origine de nos associations et l'origine de la fédération, elle remonte à la loi du 17 juillet 70, qui était une loi tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens et qui a créé le contrôle judiciaire, qui est devenu le contrôle judiciaire socio-éducatif. Je veux juste vous rappeler les propos de M. René Pleven, qui était alors garde des Sceaux, et qui indiquait dans les débats parlementaires que le contrôle judiciaire qui est donc instauré par cette loi est une institution originale dont le caractère d'assistance est tout aussi important que le caractère de surveillance. Tout est finalement dit, avec les mots de l'époque. Et donc, à la suite de cette loi, des personnes, des individus, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, se sont saisis de ce texte et ont mis en place un accompagnement socio-éducatif pendant le contrôle judiciaire. Alors, il y a eu ensuite, pendant plusieurs années, des interventions parallèles d'enquêteurs de personnalité qui étaient souvent des anciens gendarmes et des anciens policiers, vous le savez bien, de travailleurs sociaux indépendants, entre guillemets, et des associations qui se sont constituées assez vite, mais à qui étaient confiées ces mesures, mais assez vite aussi, et puis aussi d'intervenants des comités de probation, qui sont les ancêtres des SPIP. Mais en fait, assez vite, les délégués à la probation n'ont pas voulu se saisir de cette mesure. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport que j'ai pu consulter de 1974, parce qu'ils étaient déjà engorgés, et qu'ils considéraient que c'était avant tout une mesure de surveillance, et que donc ça ne rentrait pas dans leur fonction, puisque c'était pour la plupart des travailleurs sociaux qui étaient recrutés comme délégués à la probation. Et donc, un rapport de 79 fait le constat qu'il y a des interventions parallèles d'associations, de personnalités, d'enquêteurs de personnalité et de délégués à la probation, et qu'il faudrait un petit peu mettre de l'ordre là-dedans. Bon, bizarrement, il n'y a aucune suite qui est donnée à ce rapport.
C'est du second degré, évidemment. Et donc, finalement, des associations se constituent à Rouen, à Versailles, à Paris. Et en 1981 a lieu à Paris, au tribunal de grande instance, un colloque qui est organisé par l'association parisienne l'AAP et par la SEJ de Rouen sur le contrôle judiciaire socio-éducatif. Robert Badinter y participe. Il se rend compte de l'intérêt de l'intervention des associations, il nous l'a dit. En 1982, la fameuse circulaire du 4 août 1982 portant sur la mise en place des infrastructures du contrôle judiciaire à caractère socio-éducatif va venir donner une impulsion décisive à notre secteur. Donc cette même année 82, 11 associations vont se regrouper au sein du comité de liaison des associations de contrôle judiciaire, le CLCJ, qui est notre père ou notre grand-père, je ne sais pas exactement comment on peut dire. En tout cas, le CLCJ qui est devenu la fédération. Et là encore, il est intéressant de se replonger dans les textes. Le CLCJ, son objectif est de contribuer au développement des mesures socio-éducatives, alors de contrôle judiciaire, à l'époque on ne parlait que de contrôle judiciaire, qui, en se substituant à la détention provisoire, permettent d'envisager d'autres réponses du corps social à la délinquance que la prison. Et pour ce faire, le comité de liaison se constitue en un organe d'information, de réflexion et de coordination. À partir de cette date, des associations vont se constituer dans de très nombreuses juridictions, sous l'impulsion de magistrats bien souvent, mais aussi d'avocats ou bien de travailleurs sociaux. Progressivement, donc, elles vont se diffuser sur le territoire et progressivement, elles vont proposer des mesures d'investigation, de résolution des conflits, d'accompagnement socio-éducatif et d'accès aux droits, qui peuvent concerner les majeurs aussi bien que les mineurs, et aussi bien dans un cadre pré-sententiel que post-sententiel. Je vous rappelle, c'est le grand moment de ce qu'on appelait au sein de la justice le développement des initiatives locales que peu d'entre vous ont connues, mais que certains quand même ont connues. Donc les magistrats, les juridictions étaient incités à tous azimuts, créer, innover, essayer de trouver des réponses d'une part à la délinquance, des réponses pénales proportionnées, adaptées aux contraintes sociales, tournées vers l'insertion et la prévention de la récidive, ce qui était exactement l'objet des associations. Et c'était aussi le moment où s'est développée la politique pénale, à chaque acte de délinquance, une réponse. Et il était bien évident que la justice ne pouvait pas absorber. Moi, j'ai connu le temps, je peux le dire, je suis à la retraite, où au parquet, j'ai été au parquet, on classait 60% facile. Je pense qu'on peut même dire 70% des actes, des enquêtes dont nous étions saisis. Et puis, ensuite, on a connu le moment où on poursuivait 92% des actes de délinquance. Donc, il est bien évident qu'entre ces deux moments, eh bien, il y a eu toutes les alternatives que vous prenez en charge et qui ont été développées. Et donc, parallèlement, le CLCJ grossit, il se structure. Un secteur de formation a été créé en 1986 parce que très vite, il est apparu que la professionnalisation des intervenants socio-judiciaires était un enjeu. Ainsi que la coordination, qu'on fasse à peu près la même chose à Marseille qu'à Paris, à Rouen qu'à Nancy. Et à la fin des années 90, le CLCJ réunit 65 associations. Un texte d'orientation politique est adopté en conseil d'administration en septembre 1999. C'est un texte là aussi fondamental. Une autre étape. Ce texte met en avant une conception humaniste de la justice, tournée vers la prévention et la réparation, l'insertion. Ce texte insiste sur la nécessaire professionnalisation des intervenants et pose les prémices de la future fédération qui sera créée en mai 2001. Depuis plusieurs années déjà, à cette époque, la fédération, le CLCJ à l'époque, est organisée en régions qui sont représentées au conseil d'administration. Mais à cette époque-là, les associations ont étendu leur champ d'activité, mais il n'y a pas encore de spécialisation au sein de la fédération. Et puis, il y a des associations dont une qui est représentée ici et qui est à l'origine de la création
de la Commission nationale post-sententielle, donc des associations qui interviennent sur le post-sententiel et qui frappent à la porte en disant « mais nous, on est sur ces sujets-là et on voudrait bien qu'on puisse y travailler ». Et donc, en 2005, est créée la première Commission nationale post-sententielle, qui va être suivie ensuite par la Commission nationale pré-sententielle, dont le champ d'activité couvre également les alternatives aux poursuites, et puis la Commission nationale de la justice des enfants et des adolescents, qui est la dernière née de nos commissions. Donc, les commissions regroupent des associations qui vont travailler sur ces sujets et qui vont réfléchir, élaborent ce qu'on pourrait appeler un peu la doctrine de citoyen et justice, qui rédige des guides, des mesures, des référentiels, des fiches pratiques, des évaluations, et qui réfléchissent à l'évolution, à l'avenir des missions qui nous sont confiées. Évidemment, dans le même temps, l'équipe de la fédération s'étoffe, recrute des conseillères techniques, chacune spécialisée dans leur domaine. Je féminise car il n'y a que des conseillères techniques, et chacune spécialisée dans les domaines d'intervention. Et puis, peu à peu, au cours des années suivantes, la fédération ne cesse de grossir. Aujourd'hui, nous comptons 150 membres et nous avons pratiquement à chaque conseil d'administration des demandes d'adhésion. Aujourd'hui, les associations, ce sont majoritairement des associations qui sont multifonctions, qui ont plus de 10 salariés, mais aussi majoritairement, ces associations comptent moins de 10 salariés dans le secteur consacré aux socio-judiciaires. Donc ce sont des très grandes entités dans lesquelles il y a une petite entité qui s'occupe du socio-judiciaire. Je profite d'ailleurs de ce moment pour saluer l'engagement des salariés de nos associations, parce que nous nous battons, vous vous en doutez bien, et vous le savez, puisqu'on vous a demandé de signer un courrier en ce sens, que je suis sûre vous avez tous signé, pour que les salariés bénéficient de la même revalorisation, pour que les intervenants socio-judiciaires bénéficient de la même revalorisation que tous les autres salariés du social, puisque nos salariés sont les salariés du socio-judiciaire sont une des catégories oubliées du Ségur, parce que l'argent des salaires des salariés, il vient, vous le savez, des frais de justice, et donc du ministère de la Justice, et que ce n'est pas prévu dans le dispositif qui a été mis en place. Donc nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse effective, nous sommes toujours en train de frapper à la porte des politiques, et nous espérons bien que nous allons avoir une réponse positive, parce que nos salariés ont travaillé aussi pendant la période du Covid, comme je l'ai dit, et aujourd'hui, si vous avez des difficultés de recrutement, si on a du turnover, c'est aussi parce qu'une prime de 182 € par mois, c'est quand même pas rien. Voilà. Alors aujourd'hui, la fédération, elle est reconnue par le ministère de la Justice qui nous subventionne et par d'autres départements ministériels. Aujourd'hui, nous avons de très nombreux partenaires associatifs. Bien sûr, la Fédération France Victimes qui est ici présente et avec laquelle nous travaillons au sein du ministère de la Justice, mais aussi, bien sûr, l'UNIOPS, les grandes fédérations qui interviennent dans le champ de la justice des enfants et des adolescents, dans le champ post-sententiel. Je ne peux pas toutes les citer. Nous sommes partie prenante du mouvement associatif qui sera présent tout à l'heure, qui réunit toutes les associations, quel que soit leur domaine d'intervention. Et nous sommes partie prenante de très nombreux groupements et nous travaillons dans de bien nombreux domaines. Aujourd'hui, notre centre de formation forme plus de 750 personnes par an pour 288 jours de formation, chiffres qui sont en constante augmentation malgré les effets Covid. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous poursuivons toujours les mêmes combats. Et je poursuis les combats menés par mes prédécesseurs. Sur le financement, par exemple, parce qu'il faut mettre fin à l'aberration du paiement à l'acte sur service fait, parce que vous savez tous qu'il nous fragilise et qu'il ne permet pas de pérenniser les actions, mais également sur la complémentarité entre le service public et les associations. Nous sommes ravis de vous avoir entendu sur ce point, mais notre travail du quotidien montre qu'il y a du chemin à faire encore, et nous l'avons vu encore la semaine dernière lors d'une réunion régionale, d'une réunion de la commission, pardon. Aujourd'hui aussi, la souplesse d'intervention des associations, l'engagement des citoyens et des élus dans nos conseils d'administration,
qui sont indispensables pour diffuser les valeurs de solidarité et de cohésion sociale ne sont pas suffisamment reconnues. Nous demandons que cette complémentarité avec le service public soit actée, soit traduite dans des textes et que les conventions qui régissent nos rapports soient plus précises et soient plus argumentées. Et nous sommes tout prêts, bien sûr, à rendre des comptes. L'évaluation a fait l'objet d'une journée nationale il y a quelques années. L'évaluation n'a jamais été un sujet pour nous et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est pouvoir travailler sur ces sujets. Aujourd'hui, nous continuons de batailler pour que les services que nous rendons à la société soient reconnus à leur juste valeur. Et ça n'est pas qu'une valeur sonnante et trébuchante, ça l'est, mais ça n'est pas que ça. Nous bataillons pour que le fait associatif soit pris en compte dans le fonctionnement de la justice des majeurs comme il l'est dans la justice des mineurs, mais aussi peut-être et surtout pour que nos valeurs de restauration du lien social et de citoyenneté, de prise en compte de la victime et de responsabilisation par un travail de prise de conscience sur l'acte réalisé soient intégrées dans les politiques pénales. Et il y a là aussi du chemin à faire. Cela étant, nous ne baissons pas les bras. La fédération est partie d'un mouvement très artisanal aux ambitions modestes pour devenir la structure incontournable en lien avec de multiples partenaires que nous sommes aujourd'hui. La fédération aujourd'hui, c'est une équipe de 13 personnes, un conseil d'administration toujours aussi dynamique, des délégations régionales actives, 3 commissions nationales productives et un centre de formation extrêmement performant. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Aujourd'hui, enfin et surtout, la fédération, ce sont plusieurs milliers de salariés qui prennent en charge plus de 350 000 justiciables par an au sein de nos associations adhérentes. Et donc, il y a des associations qui sont dans le secteur d'activité qui ne sont pas adhérentes. Et c'est principalement pour les visibiliser, pour vous visibiliser, que nous avons organisé cette journée d'anniversaire. C'est pourquoi les tables rondes de la journée vont vous donner la parole aux différentes associations pour donner un panorama de nos champs d'activité et pour permettre de mesurer les enjeux actuels qui s'imposent aux associations dans le fonctionnement de la justice. Mais je ne peux terminer cette intervention sans remercier tout particulièrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire que nous sommes là aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Celles et ceux qui sont à l'origine des premières associations, du CLCJ, puis de la Fédération. Des femmes et des hommes qui, au vu des parcours des condamnés, savaient qu'il fallait un accompagnement sur la durée et réalisé par des professionnels qui ont inventé des réponses pénales adaptées au comportement et aux situations des mises en cause au fil des années et qui ont su les faire reconnaître en lien avec les autorités judiciaires. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, nous les connaissons, et nous savons ce que nous leur devons. Et cette journée, elle est aussi là pour leur rendre hommage. Tous n'ont pas pu venir, mais ils sont présents dans nos pensées. Certains nous ont quittés définitivement. Mais nous ne pouvons que souhaiter tous ensemble que dans 10, 20, 40 ans, nos successeurs puissent célébrer la poursuite de nos engagements et s'en féliciter. Je vous remercie.